Je vous propose d'écouter donc la conférence de Jean-François Rey, qui est professeur honoraire de l'Université d'Artois, qui est un spécialiste de Lévinas, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont Lévinas, passeur de justice, c'est ça, je ne me trompe pas, qui a collaboré récemment aux recherches lévinassiennes qu'on trouve à la librairie ici, et à l'ouvrage Lévinas autrement. Et donc, Jean-François Rey nous propose une communication intitulée « La justice comme institution », donc on reprend les termes, chez Lévinas et Jean Kelevitch. Bien, merci Flora. Alors, merci pour tout, merci pour cet accueil, merci pour le travail que tu fais avec Joël pour nous accueillir ici. Et je réponds d'autant plus volontiers qu'il s'agit là de Bergson, Lévinas et Jean Kelevitch, mais je parlerai très peu de Bergson. L'occasion, la cause occasionnelle de mon propos aujourd'hui est extérieure à notre problématique. Il s'agit d'une rencontre que j'avais eue à Lille 1 avec Bernard Bourgeois dans le cadre d'une cycle de conférence intitulée « Visage de la justice ». Et Bernard Bourgeois avait fait là une communication qu'il a déjà faite maintes fois ailleurs, qu'il a appelée « La justice dans la philosophie du droit ». Et c'est comme dans ce passage, à un moment particulier que j'expliciterai à l'instant, Jean Kelevitch était mis en cause. Je me suis dit qu'il fallait, bien entendu, éclaircir ce procès à l'endroit de Jean Kelevitch, non pas en tant que tel, mais en tant que représentant d'une philosophie de la justice. Car pour un philosophe hegelien, comme Bernard Bourgeois, mais comme d'autres aussi, bien entendu, la philosophie de la justice et la philosophie du droit sont deux choses distinctes. D'où mon propos d'aujourd'hui. Comment être un philosophe de la justice, voire un théoricien de la justice, sans être en même temps un philosophe du droit. La philosophie du droit, éminemment depuis Hegel, revendique le monopole de toute théorie de la justice. Rien sur le juste qui ne soit vu au prisme du droit. L'indignation, la révolte, l'exclamation par exemple, c'est pas juste, qu'on entend souvent chez les enfants, c'est justement ces mouvements seraient relégués au rang de protestation infantile. Donc un adulte contestant un verdict de justice ou dénonçant une injustice sociale, par exemple, a bien le droit de dire c'est pas juste, mais à condition immédiatement après de le formaliser en termes de philosophie du droit. C'est-à-dire que tout n'est juste ou injuste qu'au regard du droit et articulé dans le langage du droit. Que la philosophie de la justice, pourtant, déborde le cadre conceptuel de la philosophie du droit, c'est ce dont témoignent, chacune à leur manière, les œuvres de Jean Kelevitch et de Lévinas. Donc je voudrais essayer de mettre à l'épreuve la thèse selon laquelle la justice ne peut s'énoncer et se thématiser que dans les termes de la philosophie du droit. Certes, la justice n'est normative que par la force du droit, mais a-t-elle pour autant son fondement dans le droit? N'est-elle pas plutôt un bien métajuridique? La loi est-elle extérieure à la justice, comme le voulait Rousseau, ou bien le droit descend-il de la justice comme d'un ancêtre, comme de sa mère, par exemple? En première approximation, il semble bien que ni Jean Kelevitch ni Lévinas ne se soucient de mesurer leurs analyses de la justice avec le droit positif, il n'en est jamais question, ou avec la jurisprudence. Au point qu'on ne songerait nullement à les confronter si un philosophe hegelien, donc je répète ce que je dis à l'instant, Bernard Bourgeois, n'avait émis à l'encontre de Jean Kelevitch un jugement qui montre à quel point la philosophie de la justice peut parvenir, à partir d'une conception éthico-religieuse de l'amour,
à dissoudre, c'est le mot de Bernard Bourgeois, dissoudre le droit. Mon propos d'aujourd'hui ne vise pas tant à défendre Jankélévitch ou Lévinas, encore que Lévinas ne soit pas cité nommément dans la communication de Bernard Bourgeois ce jour-là, mais enfin dans la discussion après, on voyait bien que ça faisait partie du lot. Eh bien, je voudrais montrer plutôt comment l'un comme l'autre déborde la philosophie du droit. Comment Jankélévitch et Lévinas débordent la philosophie du droit, et partant, qu'une philosophie de la justice peut soutenir sa consistance et sa dignité, quand bien même elle semblerait surplomber le droit ou le renier, pour reprendre un terme de Bernard Bourgeois. La cible de l'argumentation d'un philosophe hegelien du droit serait cette proposition de Vladimir Jankélévitch dans le 2e tome du Traité des Vertus. C'est précisément cette phrase-là qui fait l'objet de la citation de Bernard Bourgeois. Cette citation, la voici. C'est Jankélévitch qui parle. « L'équité donne de l'air à la justice, et l'amour qui fait plus que son dû est l'oxygène de l'équité. » L'oxygène de l'équité. Fin de citation. En quelque sorte, aérer l'étouffante justice, laisser passer dans l'équité l'air frais de l'amour, tel est, résumé par Jankélévitch lui-même, son mouvement de pensée. Le mouvement de pensée de Vladimir Jankélévitch est le suivant: de la justice à l'équité et de l'équité à l'amour. Il est clair que là, nous ne sommes pas dans un traité de philosophie du droit, mais bien dans un traité des vertus. Or, dans celui-ci, dans ce traité des vertus, Jankélévitch énonce, au début du chapitre sur la justice, dont on a déjà parlé hier avec l'exposé d'Hélène Ricard, Jankélévitch énonce que la justice n'est pas tant, je cite, une vertu qu'une institution. Voilà. Entre la justice institutionnelle, donc ça c'est une institution, fermez la citation, je reprends, entre la justice institutionnelle comparée par Jankélévitch à l'Église, ou par Lévinas rapportée à la pompe et à l'apparat du cérémonial, et l'amour, dont on vient de parler, là je pense qu'il s'agit de l'amour sans concupiscence, agapé donc, entre la justice institutionnelle et l'amour, agapé, il y a toujours le trajet qui va de l'institué à l'instituant. Je reprends des termes pour y revenir, qui n'appartiennent ni au lexique de Lévinas ni au lexique de Jankélévitch, mais qui sont des distinctions qu'on trouve dans l'analyse institutionnelle, mais qui me semblent compatibles avec ce que je raconte. Donc un trajet qui va de l'institué à l'instituant, ou pour le dire avec Jankélévitch, du grammatique, la lettre, au pneumatique, l'esprit, donc la lettre à l'esprit, ou pour les dire avec les mots de Lévinas, du dit au dire. Ou encore, en termes bergsoniens, Vladimir Jankélévitch oppose la justice à la charité, comme le négatif au positif, comme le clos à l'ouvert. L'amour est le cercle dans lequel s'inscrit, sans jamais lui coïncider, la justice assimilée par Jankélévitch à, je cite, un polygone anguleux. Et je continue la citation. La justice brisée s'inscrit dans l'infini de l'amour. Fin de citation. Cet excès de l'amour sur la justice se justifie et se conforte de l'examen que l'on peut faire des limites, comme des lacunes ou des travers de la justice. Comme institution, quelle que soit par ailleurs la situation constitutionnelle de la justice, je n'entrerai pas dans le débat dans l'équilibre des pouvoirs, dans la constitution actuelle de la France, il n'y a pas de véritable pouvoir judiciaire, donc je laisse de côté cette question-là. Ce n'est pas la question constitutionnelle qui m'intéresse, mais la conception institutionnelle. La justice est un appareil qui a des serviteurs et des fonctionnaires. Et on connaît la célèbre phrase de Lévinas, prononcée au Collège de philosophie,
il y a des larmes qu'un fonctionnaire ne peut pas voir. Il y a des larmes qu'un fonctionnaire ne peut pas voir. Et Jean Kelevitch, de son côté, dans le traité des vertus, enchaîne de sa manière, je cite, « Le fonctionnaire ne restera pas 30 secondes au-delà de son horaire », je m'excuse s'il y a des fonctionnaires dans la salle, c'est Jean Kelevitch qui parle, « car la justice ne fait pas de cadeaux. La vétilleuse justice ne donne pas ce qu'elle ne doit pas. Mais elle en donne à chacun pour son argent, je reviendrai là-dessus. Elle tient à jour une rigoureuse comptabilité que le halo de la gratuité ou de la gracieuseté ne risque jamais de rendre flou. » Fin de citation. Donc, reproche d'étroitesse. Être juste, c'est être dans la justesse, le rien de trop, le légalisme de la formule, hélas, courante, j'applique les textes. Logique au bout de laquelle le droit sécrète, comme vous savez, l'injustice, summum ius summa injuria. Jean Kelevitch va jusqu'à opposer ce qu'il appelle l'aveugle lucidité du droit à, je cite encore, l'aveuglement lucide de l'amour. Arrivé à ce point, le divorce entre philosophie du droit et philosophie de la justice est consommé. Le procès en courte vue fait au droit ne repose-t-il pas sur une base trop étroite? La protestation, l'indignation, pose la question, en rappelant que Lévinas se gardait bien de joindre sa voix à celle de l'individualité kierkegaardienne protestant contre le système ou la totalité. Elle dit toujours, c'est toujours au point de vue d'autrui et non pas du point de vue de la subjectivité isolée que je parle. De même, il ne faudrait pas réduire la philosophie de Vladimir Kelevitch à une simple dénonciation de la voie étroite du juridisme. Il ne s'agit pas seulement, comme le croit à mon avis Bernard Bourgeois, d'utiliser les lacunes jurisprudentielles du droit. Car, tant avec Jean Kelevitch qu'avec Lévinas, on va bien au-delà de la simple critique, par ailleurs justifiée, c'est un travail, critique de la courte vue du tribunal. Ni Jean Kelevitch ni Lévinas n'ignorent ce que la philosophie du droit, comme la philosophie de la justice d'ailleurs, doivent à Platon et à Aristote. Vladimir Jankélévitch passe beaucoup de temps dans le traité des vertus à rappeler les temps, on en a parlé hier, Arnaud en a parlé, les temps de la compensation, de la punition, de la commutation, de la distribution. La justice est rapportée à l'égalité, construite plutôt que donnée, et à la proportion. Distribution, échange, répartition, dit Jean Kelevitch, la justice dans les trois cas est le conservatoire de la valeur. Et voici cette définition, en quelque sorte, de Jean Kelevitch. La justice est une protestation rationnelle contre la violence, contre l'instinct égoïste et contre l'avidité pléonexique. Ici, on est bien dans la tradition vivante des principes du droit, et en particulier des principes du droit romain, tels qu'on les trouve exprimés dans des maximes en latin, maximes d'un jurisconsulte romain du IIIe siècle qui s'appelait Ulpien, et maximes que Kant reprend à son compte et énonce dans la doctrine de la vertu. Alors, on verra qu'il s'agit là en quelque sorte d'un nœud spéculatif, d'une pierre de touche de la justice. Première maxime, en latin, neminem laede, ne fait de tort à personne. Deuxième maxime, sum cuique tribue, rend à chacun selon son dû. Et enfin, la troisième maxime, honesté vive, vit avec honneur, même quand il y a don à autrui, sans recevoir nécessairement un don en retour. On voit bien que le traité des vertus ne rompt pas avec la tradition. De même, n'est-on pas en rupture avec la version leibnizienne de la philosophie du droit, puisque Leibniz suit une pente ascendante du droit au sens étroit, à l'équité, et de là à la piété ou à l'honnêteté, inspirée par l'amour religieux.
Il semble bien, au contraire, que ce soit à partir de Kant, et bien sûr avec Hegel, que commence à se formuler aux yeux de la philosophie hegelienne du droit comme une alternative, et cette alternative, c'est la suivante, ou bien la philosophie du droit, ou bien la philosophie de la justice. Kant, dans l'introduction à la métaphysique des mœurs, appelle, je cite, juste ou injuste en général un acte, pour autant qu'il est conforme ou contraire au devoir, de quelque espèce que puisse être le devoir. Fin de citation. Cette définition est à rattacher aux notions de personne et d'imputation, c'est-à-dire à la liberté, socle de la philosophie du droit et objet de la démonstration de Kant dans le texte que je viens de citer. Rien encore ici qui ne puisse être disputé dans un conflit entre philosophie du droit et philosophie de la justice. Pourtant, on peut soutenir qu'avec Kant, la philosophie du droit sortirait de l'âge théologique et de l'empirisme d'une jurisprudence tournant à la casuistique. Le moment empirique de la jurisprudence se soumet à la raison, conçue désormais comme faculté des normes. Le comment juger guide désormais le droit. Et celui-ci n'a plus les yeux rivés sur les fins, le bien, le bonheur, la paix. Les fins passent au crible du droit, se disent dans les mots du droit. Ainsi, avec Kant, on parlera d'un droit d'équité. L'équité, pour Kant, n'est pas ce par quoi la justice déborde le droit, mais plutôt ce par quoi le droit excède la justice. Il y a plus dans le droit que dans la revendication de la justice, et le droit ne saurait être modéré, tempéré ou adouci par l'éthique. C'est plutôt d'ailleurs, à cet égard, le droit hegelien qui apporte la réconciliation de la loi et de la réalité, et donc qui régule ou apaise le légalisme kantien. Or, Jankélévitch, comme Lévinas, se tient en dehors de cette alternative. Pour Jankélévitch, penser la justice entre vertu et institution, c'est aller au-delà du droit. Ou plutôt, je cite, « Juger n'est plus seulement dire le droit, mais lui donner la force d'exister. » Nous ne sommes donc pas dans une définition pré-moderne, mais si nous ne sommes pas dans le droit, au moins sommes-nous dans la morale. Nous sommes même au cœur de ce que Jankélévitch appelle, dans le traité des vertus, le paradoxe injuste de la vie morale. Il faut s'expliquer sur ce injuste. Et qui s'énonce, et il l'énonce aussi dans une autre forme, que nous n'avons pas arrêté depuis hier de reprendre. Tout le monde a des droits sauf moi, je n'insiste pas. Il faut citer cette phrase en l'accompagnant de sa parenthèse restrictive, ce qui est inexact. Dans le texte, il dit tout le monde, à un moment donné, il dit tout le monde, dans le traité des vertus, il dit tout le monde a des droits sauf moi, et entre parenthèses, ignorance, il dit ce qui est inexact. Bon. Précision qui nous renvoie à la densité empirique du social. Le moi n'a que des devoirs, l'autre, pour moi, que des droits. Du moins, tant qu'on n'a pas cherché une institution juste qui, en position de tiers, rétablirait une symétrie qui n'existe pas dans la morale. Dans la vie morale, je ne suis pas le gendarme de vos devoirs. Je suis le serviteur de vos droits, ça aussi, ça a été dit plusieurs fois. Car la vie morale, pour Jankélévitch comme pour Lévinas, n'est pas de l'ordre du civisme tel qu'on l'enseigne dans les écoles de la République. Il faut relire à ce sujet les pages que Jankélévitch consacre au respect, très belle page sur le respect dans le traité des vertus, c'est-à-dire dans le chapitre justice et équité. Car il n'y a ni symétrie ni réciprocité. Si je n'ai pas de droit, c'est mon exception, je suis le porteur privilégié de l'obligation, dit Jankélévitch, avec une conclusion malicieuse comme il savait les faire, noblesse oblige. Ou pire encore, si je puis dire, la scandaleuse injustice qui me lèse trouve sa compensation dans l'insigne honneur qui m'est fait. Cette aristocratie de la vie morale ne peut pas s'enseigner quand on se donne pour but d'éduquer des enfants à être de bons citoyens. Mais s'il n'est jamais à cette étape question du politique,
où toutes les voix comptent, et où l'anonymat est la condition nécessaire de l'égalité démocratique, la vie morale, par contre, s'étend au-delà des vertus bourgeoises, c'est le mot qu'emploie Jean Kelevitch, et la vie morale commence, en quelque sorte, après. Hein, je cite Jean Kelevitch, nous rejetons ainsi une justice de l'égal qui serait intermédiaire entre le plus de l'égoïsme et le moins de l'humilité. Ici, jusque dans les formules les plus radicales, Jean Kelevitch rejoint en partie les analyses de Lévinas, ainsi lorsqu'il écrit, je cite, « Vivre pour l'autre et mourir pour l'autre coïncident dans ce presque rien aigu qui est une mort d'amour. » On va y revenir. Bon, telle est la part propre de Jean Kelevitch. Il ajoute d'ailleurs, je cite, « Une justice tangente à l'absolu ne se distingue plus du sacrifice. » C'est ce qu'il dit. Voilà donc une morale qui saurait se mettre en leçon édifiante. Je ne pense pas raisonnablement qu'on puisse prêcher le sacrifice humain. Au regard d'une morale civique ou bourgeoise, d'une morale commune, voire d'une décence ordinaire, pour reprendre l'expression de George Orwell, objet véritable de l'éducation, eh bien, cette tangence peut vite se voir taxée d'immoralisme. Mais ce qui est vrai dans la morale sociale est aussi vrai du sujet du droit. L'expression paradoxe injuste de la vie morale est bien, en effet, adéquate à cette nécessaire asymétrie sans laquelle la morale ordinaire serait impossible. De sorte que l'on serait mal fondé à reprocher à Jean Kelevitch de manquer d'abord l'extériorité du droit par rapport à la vie morale telle qu'il l'a décrit. Cette tension paradoxale ne sera résolue qu'au plan de l'amour, terme de cette procession dans le mouvement de pensée de Jean Kelevitch. J'en profite pour citer ma dette à un ami, Alain Le Guyadère, qui a fait un très bel article dans le colloque de Cerisy sur Jean Kelevitch, étude qui s'appelait la différence, c'est qu'il terminait sur les droits de l'homme, chose que moi je n'aborderai pas maintenant. Alors, en apparence, là je vais passer à Lévinas, en apparence, la justice hyperbolique de Lévinas suivrait la même dynamique, le même mouvement que celui imprimé par Jean Kelevitch. Comme Jean Kelevitch, Lévinas rappelle le surplus de mes devoirs sur mes droits, et il soutient que l'oubli de soi meut vers mouvoir la justice. Mais cet oubli de soi, ou cette oblation, ne se cultive pas comme une vertu, mais relève, je cite Lévinas, d'un en-deçà anarchique témoigné énigmatiquement dans la responsabilité pour les autres. Cette anarchie de Lévinas n'est évidemment pas une posture, ou pire une doctrine politique, comme vous le savez, mais la position sans arché, c'est-à-dire sans principe ni commandement, de la subjectivité en première personne. Certes, c'est toujours « je » qui répond, mais c'est envisager la subjectivité en ce qu'elle est responsive. C'est une étrange situation où « je » se dit « me voici », que Lévinas entend comme un accusatif. Moment dont ni la philosophie de la justice, ni la justice ne peuvent faire l'économie. On pourrait croire que le moment du jugement se borne, selon l'expression d'Autrement qu'être, à une comparaison des incomparables. Et de fait, Lévinas semble réintroduire dans les pages 200, 205 et suivantes d'Autrement qu'être, semble réintroduire, tout ce qu'il avait suspendu auparavant pour dégager la situation originaire et nue de l'intrigue de l'autre dans le même, ce qu'il appelle l'exposition à autrui. Et j'énumère ce que Lévinas passe en revue à ce moment-là: la représentation, le logos, la conscience, le travail, et même, dit Lévinas, la notion neutre « être ». Alors, s'agit-il d'un retour à la symétrie après, entre guillemets, avoir établi la symétrie éthique?
Est-ce une inscription dans la cité? Mais on pourrait alors se demander pourquoi dans la cité on privilégie ce que Lévinas précisément privilégie, à savoir le tribunal. Avant de tenter de répondre à cette question, pourquoi cette figure du tribunal, on pourrait tenir le tribunal, c'est mon hypothèse, pour une métonymie de l'institution. Dans l'institution, ce qui est vivant et ne dégénère pas en institué, et que Lévinas appelle parfois administration, quand elle vient à peser pour son propre compte, eh bien, c'est la continuité avec l'en-deçà anarchique. Je cite Lévinas, « En aucune façon la justice n'est une dégradation de l'obsession, une dégénérescence du pour l'autre, une diminution, une limitation de la responsabilité anarchique, une neutralisation de la gloire de l'infini, dégénérescence qui se produirait au fur et à mesure où, et là je souligne, pour des raisons empiriques, le 2 initial deviendrait tiers. C'est dans Autrement qu'être. Alors, si je souligne, pour des raisons empiriques, en effet, le tiers, c'est le prochain du prochain, comme vous savez, l'autre du prochain, l'autre de l'autre, etc. Cette multiplication des autrui, si je peux dire, fait problème. Le donné empirique, c'est les autres, au sens indéterminé de monades rangées côte à côte dans une série, pour reprendre l'expression de Sartre, comme des petits pois dans une boîte. Ce qu'il appelle la série, c'est-à-dire des gens qui attendent le métro, le même métro, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, ils ne se verront jamais, peut-être. Voilà, donc c'est le côte à côte. Ce peut être, en effet, comme métro, la prolifération dans l'indifférence. Mais ce peut être aussi ce que Jean Kénévitch appelle l'absolu plural. Autant de créatures, autant d'ipséités, chacune étant, on l'a déjà dit, un apax, c'est-à-dire un individu unique en son genre. Qu'on l'entende péjorativement, ou qu'on insiste sur la singularité, l'unicité ininterchangeable, le moment délicat est celui de la comparaison ou de la comparution. Ce sont des uniques que l'on compare à partir de leur unicité et non à partir de leur multiplication comme autant de cas ou de dossiers à traiter. Il y a donc deux limitations à la comparaison des incomparables. La première, c'est évidemment la responsabilité anarchique de la subjectivité. La seconde, c'est l'unicité ininterchangeable de chacun. Car cette comparaison est le fait du tiers, c'est-à-dire d'une instance habilitée à comparer, à juger. Alors, c'est une telle instance, Lévinas l'appelle tantôt cour de justice, tantôt tribunal. Vous voyez cette formule de Lévinas, comme devant une cour de justice, le tribunal comme métaphore de l'égalité. Égalité de traitement au sens aristotélicien, égalité devant la loi au sens moderne, mais on peut se demander si, dans le mouvement même de l'hyperbole, on ne demande pas trop à la philosophie de la justice. Certes, le tribunal dit le droit, mais ce n'est pourtant pas à ce dit que s'arrête Lévinas. Le dit, c'est le code que le dire du juge anime, inspire. Du côté du code, il y a à la fois le langage et ses registres, mais aussi tous les codes, et notamment tous les codes sociaux de reconnaissance, tels qu'ils rendent visibles les appartenances et le rang. C'est en partie le sens que Lévinas fait jouer à un passage du Gorgias de Platon, connu sous le nom de jugement des morts par les morts. Lévinas y fait allusion à deux reprises, dans une note dans Autrement qu'être, et plus largement dans De Dieu qui vient à l'idée. Et c'est un texte énigmatique. Il est énigmatique chez Platon, mais il est aussi énigmatique chez Lévinas. Il s'agit d'une mise en scène digne d'un jugement dernier, puisque les trois juges nommés par Zeus, dans le mythe de Platon, décident du chemin que vont prendre les justiciables après leur mort, les îles fortunées, les mieux lotis, ou le Tartare pour les autres. On juge des hommes, mais pas des spectres. Platon insiste là-dessus. On juge des hommes habillés.
Autrement dit, des hommes habillés jugent d'autres hommes habillés. Leurs habits, c'est à ça que servent les habits, dénotent rang, pouvoir, richesse ou pauvreté. Mais l'éclat des vêtements, ou au contraire les guenilles, font écran, dit Platon. Ils troublent la vue des juges, en orientant le jugement vers une issue plus ou moins favorable. À première lecture, on est en présence d'un mythe qui nous dit les limites de la justice humaine, trop humaine. Les beaux habits en mettent littéralement plein la vue au juge. La vue est très importante ici dans le texte de Platon. De même, les beaux discours et tous les codes de civilité que peuvent avoir en commun les juges et les justiciables. C'est un procès classique qui est fait à la justice. Vous connaissez La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, donc toujours de ça qu'il s'agit, mais ça va plus loin. C'est plus loin qu'une dénonciation classique de la justice de classe, comme on peut le dire aussi. Ce qui est original et proprement hyperbolique dans ce mythe tel que le lit Lévinas, c'est que le corps lui-même fait écran. Un corps, dit Platon, fait d'yeux et d'oreilles. Même déshabillé, le charme ou le dégoût opèrent encore. Il faudrait donc, conclut Platon, que les uns et les autres, c'est-à-dire les justiciables et les juges, soient déjà morts. C'est plus simple. Des morts jugeant les morts. Tel est le terme de l'hyperbole platonicienne. Alors, on voit bien que Lévinas emboîte le mouvement de cette hyperbole. Mais comme toujours chez Platon, il y a un mythe dans le mythe. Certes, il s'agit bien pour le tribunal de se retirer des apparences, et Lévinas, de son côté, dénonce les contrefaçons possibles du jugement et de l'appareil judiciaire, que ce soit une dérive techniciste qui s'enfermerait dans la procédure, ou que ce soit une dérive esthétique qui s'enivre de sa propre rhétorique. Mais il y a plus que cette mise en garde. En effet, Platon rapporte qu'il y a 3 juges, Éaque, qui vient d'Europe, Minos et Rhadamante, qui viennent d'Asie. Mais c'est à Minos que Zeus donne la faculté de juger en dernière instance. Certes, chaque juge a un arrière-pays, une culture et une histoire. L'abstraction ne va pas jusqu'à en faire des juges de nulle part. Mais ce que nous dit en outre le mythe, c'est qu'il y a toujours du tiers. Le juge, comme le maître pour Kant dans un autre contexte, quand Kant dit le maître a besoin d'un maître et ainsi à l'infini, mais Kant ajoutait, un tel maître ne peut être pris ailleurs que dans l'humanité elle-même. Aussi l'hyperbole doit-elle, institutionnellement, buter sur une dernière instance. À cette étape, des hommes jugent d'autres hommes. C'est le plan de la commune mesure, le plan d'égalité de traitement. La justice est tout entière dans un plan d'immanence. Mais, ça ne s'arrête pas là. Le tribunal, chez Lévinas, est appelé à dépasser ce plan d'immanence, comme Platon le dépassait en exigeant à la limite que des morts jugent des morts. Et c'est à un autre modèle de la justice que fait parfois appel Lévinas, comme dans un commentaire talmudique du traité Makot, les coups, les sanctions, que l'on trouve, que vous pouvez lire dans les cahiers de Lerne, Emmanuel Lévinas de 1991. Lévinas décrit dans ce texte un double mouvement d'élévation du tribunal humain et de descente vers ce tribunal d'une miséricorde qui ne vient pas de lui-même, mais d'un autre tribunal. Le passage à la miséricorde n'est pas, dit Lévinas, une indulgence des juges eux-mêmes, indulgence que Lévinas décrit comme incontrôlable et injuste, toujours la faiblesse humaine du tribunal des vivants. Il me semble que la miséricorde, qui, je le rappelle, est un frémissement d'entrailles de la divinité elle-même, ne devient rigoureuse et juste que dans, je cite Lévinas,
l'assemblée des hommes justes. L'assemblée des hommes justes. C'est la définition du tribunal que donne dans ce texte Lévinas. À condition, ajoute Lévinas, que cette assemblée ne soit pas elle-même la source naturelle de son jugement. La justice, en s'ouvrant à la miséricorde qu'elle ne contient pas mais qu'elle accueille, déborde le système immanent des lois, pour reprendre l'expression de Lévinas. Le système judiciaire n'est pas la source des lois, en effet. Et en cela, nous sommes dans la modernité. Le législateur fait la loi et le juge rend la justice. Le juge ne s'autorise pas de lui-même, mais de la transcendance de la loi. Toutefois, ici, c'est d'une toute autre transcendance qu'il s'agit avec Lévinas. Dans le contexte de la lecture talmudique que la modernité n'entend pas, ou n'a jamais entendu, eh bien, il s'agissait de savoir comment départager les sanctions qui relèvent du ciel, comme il est dit dans ce traité, et celles qui sont du ressort du tribunal terrestre. C'est en se mêlant de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire la sanction divine, que le tribunal terrestre, assemblée d'hommes justes, dans les mots de Lévinas, rétablit une communication de l'un à l'autre par laquelle passe la miséricorde. Il y a donc une double hyperbole, celle qui dénude les hommes et pose l'abstraction, et porte l'abstraction jusqu'à la disparition de toute qualité, chez Platon, et l'hyperbole d'une assemblée qui s'ouvre sur un amour qu'elle ne tient pas d'elle-même. C'est le moment de Lévinas. Autrement dit, l'assemblée d'hommes justes qui prononce un jugement sait que le dernier mot ne lui appartient pas. Ce savoir est de l'ordre de la sagesse de l'amour. La justice, pour Lévinas, serait travaillée par ce qu'il appelle l'amphibologie du dire et du dire. Il conviendrait de dire que le code qui contient et qui condense le droit est du côté du dit. Codification, thématisation, jugement. Mais le dire, dont le dit participe, vient de plus loin que le code. Il s'agit d'un dire anarchique qui se formalise dans un dit qui cherche à traduire ce dire. Dire qui doit devenir raisonnable pour être à la mesure de sa tâche, justice rendue. Qu'ai-je à faire avec justice ? Demande Lévinas. J'ai à rendre les choses synchrones dans un espace de visibilité. La justice ramène les choses à l'ordre de telle manière qu'elles soient vues. La justice, dit Lévinas, retourne à l'être, définie désormais comme, je cite, le fait même de voir clair partout, de tout relater. C'est dans Autrement qu'être. On le voit, ce qui préoccupe Lévinas, ce n'est pas la philosophie du droit. En revanche, il lui appartient d'avoir rapporté la justice à la traduction qu'il propose lui-même pour le mot Torah, et ça se trouve dans De Dieu qui vient à l'idée à propos de la mort dans la pensée de Ernst Bloch. Il propose de traduire Torah par doctrine de justice. On voit bien à quel point Lévinas fait sienne cette maxime du traité des Pères, des Pierre Kéavot, qui énonce, je cite, « Le monde repose sur trois principes, justice, vérité et paix. Davantage qu'une vertu, et mieux qu'une institution, la justice serait un pilier de soutènement du monde, à moins que l'institution, ça veuille dire précisément cela, justement. Un monde injuste est toujours, comme dit Hamlet, out of joint. Inutile de dire que l'on est loin, évidemment, de la philosophie du droit moderne inaugurée par Kant. Pas parce que les références de Lévinas sont le mythe platonicien et la justice talmudique, mais bien parce que la question de la justice déborde en effet celle du droit. Avec le droit, nous sommes dans un monde objectivé, où il n'y a pas de faute morale, mais des infractions diverses, objectives et hiérarchisables. Par définition même, le droit est le domaine du comparable et du commensurable. Un droit est une liberté concrète partagée, et porter atteinte au droit d'autrui, c'est porter atteinte à mon propre droit, c'est-à-dire au droit en général. C'est une position moderne de la philosophie du droit. Derrière la violation du droit,
il y a atteinte à l'instance universelle de la loi. Telle est la position qui fait autorité auprès des philosophes du droit. Telle est aussi la position que l'on enseigne et à laquelle on rappelle chacun, et soi-même comme un autre, chaque fois qu'il est besoin de faire un rappel à la loi, comme on dit aujourd'hui. Mais ce que l'on peut contester, c'est que le droit soit dit précéder le juste. Juste qui n'est pas tel par lui-même, mais par le droit, dit-on. Personne ne se risquerait à soutenir que le juste tient debout tout seul. Aussi peut-on soutenir que le juste est fondé, par exemple, sur une relation horizontale des consciences plongée dans un consensus négocié et élaborant une herméneutique juridique. Vous aurez reconnu là une formulation qui rassemblerait à peu près tous les gens qui ont travaillé sur le droit au XXe siècle. Parmi les philosophes, je peux citer Michel Villec, qui était un juriste, Dworkin, John Rawls et Habermas. C'est-à-dire à peu près tout le monde, tout ce monde qui serait écarté si l'on s'en tenait à une position strictement hegélienne, et c'est précisément, je cite pour la dernière fois Bernard Rojoy, ce qu'il fait dans sa conférence et qu'il a maintenu après dans la discussion. Bon. En prenant pour cible Jean Kelevitch, la philosophie du droit ne fait que manifester son obsession méticuleuse à ne pas déborder de la sphère du droit, alors qu'il y a tant à faire, me semble-t-il, avec Jean Kelevitch ou avec Lévinas, pour porter la philosophie au-devant du juste. Merci beaucoup Jean-François. Y a-t-il des questions? Questions qu'on peut formuler. Ouais. Oui, alors François, chaque fois que tu parles, c'est tellement clair et ordonné que voilà, on cherche, c'est pas évident. Ah mais la prochaine fois, j'essayerai de faire. Alors la prochaine fois, c'est un peu plus désordre. Oui. Non, c'est vraiment très bien. Mais moi, ce qui m'a... en ce qui concerne Jean Kelevitch, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une opposition peut-être sans doute trop tranchée entre la justice et la charité. C'est-à-dire que la justice, par elle-même, c'est le légalisme. C'est le légalisme, elle est sèche, elle est impersonnelle, et puis tout vient du côté de la charité. Tandis que je trouve que chez entre les deux, il y a un troisième terme, c'est l'équité. Je n'ai pas parlé. C'est l'équité. Absolument. Et quand il parle de la... il y a quand même je trouve cette opposition entre le légalisme, ce qui est fini, limité, d'ailleurs, et puis la charité, l'infinité et la charité. Alors je trouve que chez Lévinas, il y a quand même une appréciation bien plus... à partir de son enquête, pas dans Totalité Infinie, mais il y a une appréciation beaucoup plus positive de la justice, même si la justice au sens politique du terme, au sens éthique, même si, bien sûr, la justice doit être toujours régulée par l'éthique avant et après, mais il y a quand même un moment où la justice a une certaine autonomie et voilà, je trouve que c'est vraiment une différence entre les deux penseurs. Et là, je trouvais, avec tout l'amour que j'ai pour Jean Kelevitch, tout le charme qu'il exerce sur moi, j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose qui me manquait un peu, justement, de cette pensée paradoxale où il tient souvent deux extrêmes ensemble, mais sans trancher. Là, j'ai trouvé que c'était... Ouais. Et tu as sans doute raison. Il me semble que Lévinas accorde un crédit énorme à la justice. Il y a un investissement, pour parler en moderne, énorme dans la justice et dans ce qu'il appelle le tribunal. C'est pas un hasard s'il file l'hyperbole aussi loin, c'est que je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi
pourquoi parler du tribunal et pas parler du politique. On a toujours l'impression que, on a parfois l'impression, pardon, que Lévinas parle du tribunal alors qu'il suffirait de peu de choses pour qu'il parle du politique. Donc il faudrait aussi interroger cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le mot, ça vaut ce que ça vaut. Mais ouais, par rapport aux politiques, qu'est-ce que finalement Lévinas, cette philosophie de droit, pense des élections? Démocratie, au sens originel, c'est le pouvoir du peuple. Finalement, la philosophie de la justice, est-ce que c'est pas en opposition, corrélation avec la philosophie de la démocratie, enfin philosophie politique? Pas très clair, en fait. C'est une question très très délicate. On était dans les différents colloques qu'on a eu jusqu'à présent, on a toujours abordé, mais c'est une vraie difficulté. C'est que d'une part, Lévinas affirme à plusieurs reprises son attachement à la République, à ce qu'il appelle l'État libéral, pas au sens vulgaire d'aujourd'hui, mais au sens libéral, 19e siècle, démocratie, etc. Et en quelque sorte, il le tient pour acquis. Il se félicite de vivre dans un tel état, tout en sachant bien que du jour au lendemain, cet état peut s'écrouler et dégénérer vers le pire. Mais enfin, bon, il manifeste ses attachements. Alors, peut-être y a-t-il quelque chose qui interroge non pas la démocratie en tant que telle, en tant qu'institution au sens courant du terme, mais une vocation du politique à rendre justice. C'est ça. Il y aurait quelque chose comme ça qui dépasserait de loin tous les objectifs à plus ou moins courte vue du personnel politique, et y compris d'ailleurs des citoyens eux-mêmes. Bon. Mais même le passage de totalité infinie où Lévinas parle du pathétique du libéralisme est assez énigmatique. Donc voilà. Oui. La base. On a vu avant-hier soir une vidéo où Lévinas disait que selon lui l'Évangile avait le défaut de vouloir organiser le bien. Est-ce que selon vous, chez Lévinas, il y a une organisation du bien possible? Non, je n'ai pas une organisation du bien. Mais je pense qu'effectivement, non pas le bien, mais la justice constitue précisément ce mouvement vers le bien. Ce n'est pas le bien lui-même. C'est pas une organisation du bien qui ne nous appartient pas. Mais c'est une... Il y a la phrase, il y a la justice, puis il y a la phrase qu'on prononçait hier, qu'on rappelait hier, c'est au-delà de la justice, s'étend la bonté, la région de la bonté. Plutôt dans ce sens-là, oui. Bien, on va s'arrêter là pour cette séance. Merci beaucoup à nos orateurs.